Bonsoir à tous. C'est toujours la grande question depuis plusieurs mois maintenant. À quoi servent les concertations organisées au Palais de l'Unité sous la conduite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au nom du chef de l'État? Certains groupes sociaux qui s'y sont rendus ont déclaré ouvertement leur soutien au président Biya, candidat à la prochaine élection présidentielle. D'autres se sont montrés un peu plus réservés. Les étudiants, les évêques et quelques groupes sociaux ne se sont pas clairement prononcé sur le soutien ou pas à la candidature du président Biya. Mais dans le fond, que recherche la présidence de la République à travers ces différentes concertations? C'est la question qui sera posée à nos invités ce soir dans le cadre de votre programme Le Grand Soir, édition de ce 18 août 2025, qui n'a pas oublié également qu'il y a 48 heures qu'arrivé à expiration de délai accordé par le directeur général d'Elections Cameroun aux démembrements régionaux de l'ECAM pour le redéploiement de certains bureaux de vote qui faisaient problème et qui avaient fait l'objet de quelques plaintes du Social Democratic Front, le SDF. Ces bureaux de vote dans les casernes militaires et autres doivent être délocalisés pour répondre clairement aux attentes de l'article 96 alinéa 4 du code électoral qui dit que les bureaux de vote doivent être situés dans les locaux publics ou des locaux ouverts au public. Les casernes militaires, la police, les chefferies traditionnelles causaient problème selon le Social Democratic Front. Comment analyser cette avancée entre guillemets d'Elections Cameroun? On le verra également en mise en bouche avec nos invités qui sont déjà pour la plupart installés. On va commencer naturellement à les recevoir. Accueillons Maître Paul Roger Eyouk. Il est avocat au barreau du Cameroun. C'est un analyste sociopolitique bien connu des plateaux de Le Grand Soir. Il nous retrouve ce soir justement avec beaucoup de plaisir. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs sur le plan national et international. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être encore là ce soir. Je pense que nous allons passer des bons moments autour de ce thème, n'est-ce pas, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci beaucoup. Concertation préélectorale, que recherche la présidence de la République? C'est la question centrale de ce programme. Richard Tobolbaï nous retrouve pour la première fois sur ce plateau. C'est un homme politique. On aurait bien voulu le présenter sous la bannière d'un parti politique. Il fait partie de ceux-là qui attendent depuis une éternité la légalisation de leur formation politique. Il n'a pas abdiqué. Richard, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques Sey, pour votre invitation. Il est dit bonsoir à mon parti. Je l'ai cherché, je l'ai demandé de plusieurs façons. J'étais même allé devant les tribunaux. Jusque-là, mes requêtes, mes attentes n'ont pas prospéré. Donc, il manque j'ai bon espoir. Il manque quoi à votre dossier? Je ne sais pas. Tout ce qu'on me dit, c'est que les services compétents du ministère de l'administration territoriale sont en train de travailler dessus. Mais j'ai été choqué de voir que certains qui, jusqu'en juin, faisaient partie de certaines formations politiques, ont reçu leur autorisation à eux. Donc, je garde bon espoir quand je vous l'autre cette parle de l'honorable Salmana qui a rapidement eu son autorisation. Il y a les maires démissionnaires du PCRN qui ont également eu... Absolument, absolument. Donc, ça fait combien de temps? 4 ans? 4 ans, voire plus. Donc, je fais beaucoup de démarches, j'ai beaucoup attendu. Je fais de mon mieux. Avant cela, les gens m'avaient dit, le Moulinex va vous toucher. J'ai dit, mais attends, je suis dans une démarche absolument républicaine. Je ne présente aucun signe d'une quelconque nuisance. Je ne m'attendais pas à ça, mais je garde espoir. Il s'appelle comment votre projet de parti? Le Rassemblement National de la Génération Espoir. Mon parti parlait d'espoir. Le Rassemblement National de la Génération Espoir. Yeah, c'est cela. C'est cela. Allez, Hope Generation National Movement. C'était tout simplement ça. Allez, ministère de l'administration territoriale, il faut légaliser son parti politique. C'est un jeune qui parle d'espoir. Bien sûr, c'était ça. Et on est très déçus de se sentir ainsi récalé, de vivre cette obstruction. C'est très gênant. Alors qu'on accuse la jeunesse d'être très laxiste, de s'adonner à des activités qui n'aideraient pas le pays, mais des initiatives comme celle-ci, ma foi, auraient dû avoir un peu plus d'attention. Mais je ne veux pas pleurnicher, je veux prendre mon mal en patience, ainsi que tout ce qui soutient mon projet, mon engagement. Donc nous sommes patients, nous avons foi que ça, un jour ou l'autre, ça va donner. On espère que ça va s'accélérer du côté du MINAT et que la prochaine fois, on vous appellera Monsieur le Président. Merci beaucoup. De votre formation politique, Richard Tobolbaï. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir.
Accueillons M. Amadou Djika Malpetel. Il est syndicaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment se porte votre syndicat? Bien, merci. Mon syndicat se porte bien. Et notre grand pays, le Cameroun, se porte bien, ainsi que nous-mêmes, nous nous portons bien. Alors que votre fils là à côté, lui, ne se porte pas bien. Son parti est bloqué. Vous savez, moi, je suis un imam. Donc, devant les obstacles comme ça, on les règle de plusieurs manières. Alors, nous, on dit, Dieu Tout-Puissant, aidez-nous, sauvez-nous de toute problématique qui pourrait arriver dans ce pays. Voilà. Mets de la lumière dans nos cœurs pour que nous puissions nous comprendre et puis regarder vers la bonne direction, que cette jeunesse-là retrouve aussi le chemin pour que nous, les vieux, n'est-ce pas, nous soyons heureux d'avoir fait des enfants qui pouvons tenir après nous. Dieu protège-nous, élimine nos marches, fait de nous le meilleur de ce pays-là pour que nous puissions aller de l'avant pour notre beau pays, le Cameroun. Je vous remercie. Oh, le grand soir avec en plus les bénédictions en direct. Votre syndicat, il est dans le secteur des transports. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle le syndicat général des transporteurs du Cameroun. Mais vous avez soutenu déjà un candidat? Aucunement. Pas encore? Non, les syndicats sont apolitiques. Mais vous ne soutenez pas la candidature du président Biya? Non, écoutez une chose. Tout le monde peut faire la politique. Mais faites la différence entre les syndicats et les politiques. Le syndicat, c'est quoi? Le syndicat, c'est les intérêts. Le syndicat, on peut mourir pour son syndicat. Parce que si vous n'avez pas mené votre activité, votre enfant ne sucera pas le biberon. Donc pour vous, c'est une réalité que vous pouvez même mourir dessus. Par contre, les politiques, c'est des mirages. Je peux dire, mon fils, il peut dire, si vous me lisez, vous voyez le soleil là, vous voyez la lune là. C'est la plantation. Cimenter les routes. C'est la plantation de mon grand-père. Si vous me lisez, je vais cueillir et vous les donner. Le jour où vous serez élu, il va dire, bon, je vous ai promis les étoiles là. Mais aujourd'hui, je suis là, aidez-moi à atteindre le ciel pour vous les cueillir. Vous direz impossible. Parlez délocaliser cette actualité, Timothée. Bon, j'ai coutume de dire que c'est les incidents qui bonifient le droit. Oui. Le code électoral lui-même avait déjà statué dessus en disposant que les bureaux de vote se trouvent dans des endroits spécifiques, ouverts au public, pour permettre la transparence électorale. Vous avez évoqué la disposition juridique tout à l'heure. Oui. Maintenant, certaines pesanteurs sociales ou contextuelles ou même conjoncturelles avaient empêché l'absolue application de la dite disposition. Il était donc bon, et c'est ça la fonction première que nous attendons des partis politiques, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les manquements, afin que ceux-ci, en leur prêtant la bonne foi, qu'ils puissent s'amender pour que nous continuions tous à améliorer le climat sociopolitique dans lequel nous vivons. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le processus électoral camerounais. Et c'est comme ça qu'on va aller d'amélioration en amélioration jusqu'à aboutir à un système et un processus électoral qui fédère tout le monde. Les militants de l'opposition aiment souvent l'expression de cadre électoral consensuel. Oui. C'est à force de se corriger comme ça que l'on va aboutir à ce cadre électoral consensuel où il y aura plus de présomption de fraude et où les acteurs politiques ne vont plus davantage se focaliser sur le recrutement des scrutateurs, sur la formation des scrutateurs, mais parce qu'ils auront confiance au système électoral, ils pourront enfin se focaliser sur la conception et la diffusion de leurs projets et programmes politiques. Mais vous notez que c'est une belle avancée, que Elekam accède à cette revendication qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement du Social Democratic Front, que les bureaux de vote sortent par exemple des chefferies traditionnelles, des casernes militaires, parce qu'il y avait un débat sur le sens qu'on accordait à l'article 96 alinéa 4 qui parlait des locaux publics ou des locaux ouverts au public. Certains estimaient que la chefferie est publique et que la chefferie est ouverte au public. Il y a eu tout un débat là-dessus. Cette fois-ci, il faut délocaliser carrément les bureaux de vote. Non, il faut délocaliser, Jean-Jacques.
Voyez-vous, lorsqu'on organise une élection, surtout une élection présidentielle, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de conditions qui doivent accompagner, n'est-ce pas, cette élection. Une élection se veut libre et transparente. Et une caserne ne peut pas être un endroit libre où le public a librement accès. Oui. Il en est de même, n'est-ce pas, des chefferies. On va vous dire que non, c'est la chefferie, tout le monde peut aller à la chefferie, mais il va sans dire qu'au fond, n'est-ce pas, tout le monde ne peut pas y accéder et n'importe comment. Et il me souvient, je crois, vendredi, aujourd'hui, j'ai vu, n'est-ce pas, une presse qui a titré, j'ai vu un International Crisis Group, n'est-ce pas, qui attire déjà l'attention, n'est-ce pas, des acteurs, n'est-ce pas, du processus électoral sur la transparence du processus électoral. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse, n'est-ce pas, redéployer ces bureaux de vote, parce que c'est bien beau d'organiser une élection. C'est encore bien de dire que tel ou tel autre candidat a gagné, mais c'est encore mieux de s'accorder sur le fait que l'élection a été conduite de façon libre et transparente, parce que ces éléments sont à prendre en compte. Et pour notre démocratie, il est de bon ton que nous puissions copier ce qui est bien, ce qui se fait, n'est-ce pas, de façon harmonisée partout ailleurs. D'accord, c'est donc une belle avancée dans ce cadre-là, pour éliminer au moins les points de suspicion qu'on connaît souvent pendant les élections, les chefs traditionnels qui ne sont plus totalement neutres. Vous le savez au moins, c'est une avancée. Bien, les chefs traditionnels, c'est eux qui incarnent. Vous savez, la population camerounaise, nous sommes à deux volets. Il y a nos traditions et il y a ce que nous avons aussi copié de colons. Donc vous voyez, les administrations, c'est les copies-collées de la colonisation. Mais nous, à ce que nous connaissons, c'est les chefs traditionnels qui doivent tout régler. Et ils doivent être l'interface entre la population et maintenant le pouvoir public. Mais si à aujourd'hui, la question qu'on va se poser, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle, n'est-ce pas, dans la transparence, dans l'honnêteté intellectuelle et puis également dans l'impartialité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et vous comprenez que c'est comme nous les syndicats. C'est voilà. Comme nous les syndicats. Oui. Vous voyez, chose que vous pourrez faire, on peut vous étiqueter que vous êtes pour ou contre. Donc c'est ces problématiques-là que nous devons chercher à que chacun fasse son travail librement et que il apporte ce qu'il pourra apporter, n'est-ce pas, dans la profession, et dans la vie sociétale et avec même la collaboration avec ces administrations-là. Donc, je voudrais dire... Mais à certains endroits, on a défendu la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires pour des raisons sécuritaires. Vous savez quand même qu'il y a des zones dans ce pays que peut-être que ça s'imposait que les bureaux de vote puissent se retrouver dans les casernes. Nous, les transporteurs, qui faisons toute la nation, nous connaissons mieux ces problèmes, n'est-ce pas, de l'insécurité dans ce pays. Il n'y a pas mieux que nous qui connaissons cela. Donc, s'ils pouvaient être là, rien que pour la sécurité, ce n'est qu'une bonne chose. Mais c'est les politiciens qui disent s'ils sont là, c'est peut-être ils sont là pour protéger l'un ou l'autre. C'est là où ça pose problème. Alors, nous, vous avez parlé de la sécurité. Les victimes dans ce grand pays, le Cameroun, c'est nous les transporteurs. Puisque le plus petit village au fond de la forêt à Yokadouma, sur la montagne à Yagua, c'est nous qui desservons. Donc l'importance du transport, j'ai dit, dans nos activités, n'ont pas de limites. Donc nous voulons à ce que les chefs traditionnels, même les administrations, devant eux, tout le monde est égal. Mais quand il s'agit des affaires politiques, vous comprenez que tout un chacun peut donner le coup pour dire l'autre est pour tel, l'autre est pour tel. Même si vous dites je ne le suis pas, on va chercher à vous dire que non, vous appartenez à tel ou à tel. Ce que nous refusons. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous pouvez dire non, mais on vous dit oui. Et puis vous n'avez pas ce ton-là. Vous serez obligé, n'est-ce pas, de vous incliner. Donc moi je dis, nous souhaitons ici que les politiques, nos chefs traditionnels, nous les acteurs, et même les imams que nous sommes là, pouvons travailler pour qu'il y ait d'abord la concorde, la paix sociale, pour que le Cameroun puisse avancer. Peu importe les élections qui arrivent, quelles que soient les élections, le pays restera tel. Et nous et vous, nous resterons tels. Donc il ne faudrait pas qu'à cause des élections,
que nous puissions maintenant déchirer notre tissu social. Donc il n'y aura pas l'élection tous les jours, c'est peut-être une fois en 7 ans. Alors c'est pas parce qu'on est bien en 7 ans, en un jour, 2 jours, à 1 mois, 2 mois que nous allons nous déchirer. Pour nous, les hommes de l'indépendance, les années 50, nous avons vu naître l'indépendance. Nous, on a chanté l'hymne en 1960. Et depuis lors, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, on a voyagé un peu partout ailleurs, on a fait des similitudes. Donc le Cameroun, c'est un îlot de prospérité qui se place dans un lac de misère. Si vous voyez tout autour de nous. Prospérité dans un lac de misère. C'est comme ça que vous présentez le Cameroun. Oui, parce que ce que vous pouvez trouver au Cameroun, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Donc c'est un acquis qu'il faut sauvegarder. Donc pour moi, j'ai fait beaucoup de nations du monde. Et encore aujourd'hui, le Cameroun, comme j'ai dit tantôt, nous sommes le phare des pays de l'Afrique centrale. Donc on nous sollicite même dans beaucoup de pays non voisins. Et votre phare là, il brille bien? Très bien, très bien. Quant à nous, puisque pour preuve, on nous cherche. Moi, je suis expert en transport. J'ai passé mon permis, le numéro 76 520, le 7 12 70. J'ai fait plus d'un et demi siècle. Donc, je peux parler ici que mon permis et vos aînés. Là, vous ne pouvez plus conduire. Est-ce que je suis là pour conduire? C'est pourquoi je suis maintenant l'entraîneur. Je suis maintenant l'entraîneur. Je n'ai même pas dit que je suis conducteur. J'ai dit aujourd'hui, je suis le président des syndicats des transporteurs. Donc, c'est nous comme les entraîneurs. Tu as vu un entraîneur marquer un bien jour? Non. D'accord. Voilà. L'entraîneur place les gens et quand il marque les buts, c'est lui qu'on en félicite. Donc nous sommes maintenant là pour donner notre expertise, non seulement utile à la profession, mais aussi dans toutes les nations de la sous-région pour qu'il y ait cette harmonie-là. Vous savez, dans nos pays de la semaine, nous avons signé la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc pour qu'il soit effectif, il faut des gens qui ont de l'expérience, qui en connaissent, pour pouvoir maintenant éliminer ces administrations et tous ceux qui peuvent en bénéficier de ce bon travail que font les transporteurs. Merci M. Amadou pour cette expérience sur ce plateau. Richard Tobobal. Là encore, c'était discutable et je me suis dit que c'était une simple pratique. Et si c'est une simple pratique, la question donc est de savoir pourquoi cette pratique-là doit se dérouler, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la République. C'est la première question. Parce que, voyez-vous, tous ceux qui vont pour ces concertations, très souvent, lorsque vous observez, lorsqu'ils ressortent, il y a une chemise qu'on remet à monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, certainement pour remettre, n'est-ce pas, au président de la République. Et on se demande, est-ce qu'une élection présidentielle comme celle qui est à venir, est-ce qu'on ne devrait pas tout faire pour conserver l'égalité, ne serait-ce que fictive, n'est-ce pas, entre les candidats? Alors, si ces concertations-là sont entre le président de la République d'un côté et de l'autre côté, n'est-ce pas, tous ceux qui défilent à la présidence de la République, on devrait se poser la question. Parce que dès lors qu'on a convoqué le corps électoral, le président de la République n'est plus seulement président de la République, mais il est candidat d'un parti, notamment le parti au pouvoir. D'où donc la question de savoir, est-ce que si ces concertations-là sont menées par tous ceux qui y vont, d'une part, et d'autre part, n'est-ce pas, le président de la République ou alors le candidat, n'est-ce pas, est-ce que ça devrait se dérouler à la présidence de la République? Dernièrement, Jean-Jacques, je vais vous faire une confidence. Lorsque le contentieux était en vue, je me suis rendu, n'est-ce pas, à quelque part au lac où se trouve le comité, je crois que ce sont les bureaux du comité central, n'est-ce pas, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que justement, je voulais me procurer, n'est-ce pas, les textes de ce parti-là. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas l'endroit indiqué pour ces consultations-là? Est-ce que la deuxième personnalité, si le président de la République, compte tenu peut-être de ses obligations, n'est-ce pas, ne peut pas lui-même conduire ces concertations, est-ce que la deuxième personnalité du parti n'était pas indiquée dans le cas d'espèce pour les conduire? Donc, je pense que ces concertations, ma foi, essayent un peu de déséquilibrer le jeu électoral, et il y aurait mieux, il serait mieux, n'est-ce pas, de pouvoir corriger, n'est-ce pas, cette façon de faire. Parce que l'autre chose, Jean-Jacques, dans les rues de Yaoundé, où je suis, la question qui se pose, c'est que
où est le président lui-même? C'est-à-dire que les gens veulent... Il y a quelqu'un qui est sur votre plateau, je ne me rappelle plus l'émission, un grand frère, qui disait, nous sommes habitués à voir notre président Shoga, notre président bien habillé, notre président beau et tout et tout. Et cette face du président manque, n'est-ce pas, au peuple camerounais, ma foi. Et je pense que s'il fallait organiser des concertations d'une autre manière, Jean-Jacques, je me dis pourquoi on ne pouvait pas faire ces concertations peut-être en une journée comme on fait souvent la présentation des vœux, quitte à ce que le président puisse recevoir les gens peut-être du matin jusqu'au soir, chacun dans une tranche horaire, n'est-ce pas, pour pouvoir quand même maintenir l'équilibre. Donc pour revenir à votre question, à quoi servent ces concertations? Que cherche la présidence de la République? Je continue à m'interroger moi-même, mais ce que je pense, c'est que on est là, n'est-ce pas, peut-être en pré-campagne, mais on devait, n'est-ce pas, sauvegarder l'égalité entre les candidats. Concertation préélectorale que recherche la présidence de la République, Timothée Somba, est-ce qu'on a une réponse à cette question? Bien évidemment, bien évidemment. Voyez-vous, Jean-Jacques, la légitimité d'un pouvoir ne se mesure pas seulement par sa capacité à gouverner, mais c'est aussi par sa capacité à écouter ceux qu'il gouverne. On ne peut donc pas faire le procès à une institution, alors au gouvernement, de décider, ce qui n'a pas souvent été le cas dans ce schéma, dans ce format, de décider d'écouter les Camerounais. Le Cameroun a une particularité, c'est que le président de la République est en fonction jusqu'à la prestation de serment de celui qui est élu. Ça me pose donc à poser la question de savoir qui consulte. Ce n'est pas le candidat, c'est le président de la République qui consulte. Vous réussissez à faire la frontière? Oui, j'ai réussi. Parce qu'on a quand même vu la première vague de consultation, de concertation, s'achevait toujours par un soutien, un engagement. Et le secrétaire général répondait que voilà, je suis serein maintenant, j'ai bien compris que voilà, on est serein, ça va bien se passer. Là, ce n'était pas le président de la République. Oui, votre relance va me pousser à répondre, mais je ne vais pas tomber dans le piège parce que j'allais chuter par la réponse. Parce que nous avons même vu des gens dire que c'est toi notre candidat, voilà. C'est toi notre président. Donc qui consulte? C'est le président de la République. Et non le candidat. Est-ce qu'il consulte en posture de candidat? Non, il consulte en posture de président de la République. Deux éléments ici. Premier élément, le lieu. Il consulte là où il travaille. Pour le Cameroun, la présidence de la République. Deuxième élément, qui est son émissaire? C'est un administratif qui n'a aucune casquette politique. Ça veut dire qu'on est purement dans une consultation. Ne pas en avoir. Bon, on l'a quand même vu dans les activités du terrain, purement politique. Bon, il peut être militant. Le littoral. Tout est politique dans un État, oui. Mais tout n'est pas militant. Et c'est important qu'on fasse voir la différence entre ce qui est politique et le militantisme. Du point de vue militant, il n'a aucune casquette politique. Peut-être qu'il est membre d'un parti, mais il n'est pas délégué des partis, président de section, on connaît le titre. Il n'est rien. Et une fois que j'ai répondu avec ces deux premiers éléments, moi je donne le fondement légal au maître. Le fondement légal, c'est simplement de l'article 5 jusqu'à l'article 10 de la Constitution. L'article 5 qui fixe les attributions. Il assure la coordination, il fait s'il veille au respect de la Constitution. Et l'article 10, alinéa 2, que j'aime toujours citer dans ce cas, qui dit que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, à un ministre ou à tout haut fonctionnaire de la République. La spécificité de l'article 5 et de l'article 6 que je cite est que on n'a pas défini les modalités dans lesquelles le président délègue. On a juste dit qu'il peut déléguer. En droit administratif, on appelle ça les excroissances de la compétence administrative. Il y a donc deux modalités. Soit la délégation de pouvoir express, soit la délégation de signature. Les deux n'ont pas les mêmes effets. Dans le premier, il y a juste un effet de représentation, alors que dans le premier, il y a une quasi-substitution d'individus, alors que dans le deuxième cas, c'est juste un effet de représentation. Et c'est la raison pour laquelle le SGPR bénéficiant, le seul fonctionnaire à l'heure actuelle qui bénéficie de la délégation permanente de signature, c'est le SGPR.
Et là, il signe quoi? Puisque vous êtes sur le fondement légal, M. Somba, je veux comprendre davantage. Il bénéficie de la délégation. Là, il signe quoi? Si vous ne permettez pas de répondre, je ne vais pas répondre. Parce que j'ai du mal, moi, à cerner le fondement légal. On essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Je veux comprendre avec vous le fondement légal. Vous pouvez convoquer la délégation des signatures, la délégation de pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, les consultations préélectorales, le fondement légal, c'est ça que je recherche. Et c'est ça que j'aurais voulu que vous précisez sur ce plateau. Allez, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien qu'en définissant les deux concepts, j'ai dit que dans la délégation de pouvoir, il y a des effets de substitution de fait. Alors que dans la délégation de signature, ce n'est que le principe de la représentation. Que le mot signature ici ne trompe personne. C'est juste pour limiter les frontières. Maintenant, existe-t-il un fondement légal pour que le président de la République reçoive des Camerounais? Le fondement légal, c'est son mandat. Nous exerçons notre souveraineté au sens de l'article 3 de la Constitution par qui? Par le président de la République, par les membres du Parlement ou par voie référendaire. Comment on peut donc chercher encore le fondement légal alors qu'il y a un président élu qui a prêté serment, qui organise des concertations républicaines? Une fois que j'ai donné ma lecture du fondement légal, je réponds donc à la question. On a observé deux mouvements dans les consultations. Des consultations pré-candidature qui n'étaient purement que politiques, parce que là, on a reçu... Avec les mêmes acteurs. Le même SGPR conduisait ces consultations pré-convocation électorale. Pré-candidature. Moi, je préfère dire pré-candidature. Qui semble avoir convaincu le candidat Biya à être candidat. Voilà. Il semble avoir convaincu le président de la République à poser sa candidature. D'accord. Parce que un chef de l'État, le lubrifiant de tout dirigeant, c'est le soutien populaire. Si vous n'avez pas le soutien populaire... Donc pendant cette période-là, il recherchait le soutien populaire. Il prenait le pouls. Oui. Il prenait le pouls. Est-ce que je peux être candidat? Si je suis candidat, quelle est la lecture? Maintenant, est-ce qu'il y a des contestations populaires? Comment on peut les juguler? Vous, les hommes politiques, vous voyez que le chef de l'État a décidé à cet instant-là de mettre le militantisme de côté. C'était purement les hommes politiques. Oui, on peut me faire le procès à ce niveau du fait que les politiques qui étaient invités, c'était uniquement le RDPC, les partis alliés. C'est bien de le souligner. Mais le seul fait qu'il n'y avait pas que le RDPC est déjà important. C'est ceux qui se déploient sur le terrain qui étaient invités. Une fois qu'il a été convaincu par les hommes politiques, en tant que président de la République, il a annoncé sa candidature. Mais dans sa posture toujours de président de la République, il a un avantage comme sur tous les autres. Et c'est tout à fait normal. C'est comme dans la boxe. Si vous voulez vaincre celui qui a le titre, vous devez fournir doublement plus d'efforts que lui. D'accord. Il faut être un challenger doublement plus fort. En cas de nul, c'est le champion en titre qui conserve la ceinture. Il a donc l'avantage aujourd'hui de recueillir les avis du corps social. Les présidents, les imams, les évêques et autres. Vous savez, tout le monde qui est passé par là en remettant justement une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Ce sont soit des propositions pour l'amélioration de certains secteurs d'activité, soit des doléances. Soit des engagements au soutien. Bon, on dit au sortir de ces audiences que nous, on est venu dire que nous soutenons le candidat Biya. Engagement au soutien, ils n'ont pas besoin